Imagine un instant, piloter un frêle avion de toile et de bois contre des chars de combat allemands, armés seulement de bazookas bricolés et boulonnés sous les ailes. À l'aube du 20 septembre 1944, à 6h15, le major Charles Carpenter est accroupi près de son Piper L4 Grasshopper, un minuscule avion d'observation de l'armée américaine. La piste est détrempée, quelque part près d'Harcourt, en France. Devant lui, un épais brouillard avale les champs où progressent les panthères allemands, des blindés redoutables qui s'avancent vers des unités américaines déjà au bord de l'encerclement. Carpenter a 32 ans. Il totalise 47 missions de combat. Et sous les ailes de son appareil sont fixés 6 lance-roquettes de bazooka. 2 jours plus tôt, la 5e armée blindée allemande a lancé 262 chars et canons d'assaut contre le combat commande A de la 4e division blindée américaine. Avant la guerre, Carpenter était professeur d'histoire dans un lycée de Moline, dans l'Illinois. Il parlait à des adolescents des batailles d'autrefois. À présent, il survole les batailles bien réelles, celles où des hommes meurent enfermés dans des cercueils d'acier en flammes, aux commandes d'un avion entoilé mu par un moteur de 65 chevaux. À vide, le L4 Grasshopper ne pèse que 347 kg. Sa charge utile maximale est d'environ 105 kg, pilote compris, sans radio. Carpenter y a pourtant installé 6 lanceurs M9, presque 7 kg chacun, plus 18 roquettes anti-chars M6A3 d'1,5 kg pièce. Le calcul est simple, son avion vole avec près de 40 kg de surcharge. En France, les autres pilotes de L4 se contentent de missions d'observation, repérer l'ennemi, transmettre des coordonnées, rester haut et hors de danger. Les Allemands ne prennent même pas la peine de tirer sur ces insectes volants, trop petits, trop inoffensifs. Carpenter, lui, a passé 3 mois à tourner au-dessus des combats, jumelles et radio en main, pendant que les équipages américains mouraient au sol. En 2 jours à Harcourt, la 4e division blindée a perdu 48 Sherman. Les Panthers allemands perçant leur blindage à plus d'1 kilomètre. Les canons américains de 75 mm doivent s'approcher à moins de 300 mètres pour espérer détruire un char ennemi. La plupart du temps, les Sherman n'y arrivent même pas. Le 18 septembre, le brouillard tombe avant l'aube. Les chars allemands l'utilisent comme un manteau. Carpenter décolle, mais le monde disparaît sous une mer blanche. Il tourne à l'aveugle pendant 1h30. Quand le voile se lève enfin, 11 Sherman brûlent dans les champs autour de Lunéville. Il observe des silhouettes tenter de s'échapper. Quelques-unes y parviennent, la plupart non. Un obus frappe un compartiment à munitions. L'explosion projette la tourelle à plus de 10 mètres. Carpenter voit un chargeur sortir en titubant, l'uniforme en feu. Il fait 5 pas. Puis il s'effondre. Carpenter ne peut rien faire d'autre que noter la position et la transmettre par radio. Le 19 septembre, la 113e brigade blindée allemande perce les avant-postes américains près d'Harcourt. 43 Panthers sont détruits ou endommagés avant minuit. Les tankistes américains se battent dissimulés, jouant avec le terrain et la surprise. Ça fonctionne. À peine. Le combat de commande A était tiré sur près de 19 km de collines et de champs, et les Allemands continuent d'affluer. 2 semaines plus tôt, Carpenter a entendu parler des lieutenants Harley Merrick et Roy Carson. Ils ont monté des bazookas sur leur L4 et détruit 2 camions allemands. Des camions, rien de plus. Carpenter, lui, veut s'attaquer aux chars. Il trouve un armurier et un chef mécanicien prêts à tenter l'expérience. 3 lanceurs M9 sont fixés sur chaque aile juste à l'extérieur des haubans, inclinés vers le haut d'une vingtaine de degrés. Des déclencheurs électriques sont installés dans le cockpit. Tir unitaire ou salve complète. Le chef mécanicien baptise l'avion Rosie la roquette. D'autres pilotes appellent ça du suicide. Personne ne sait si la toile des ailes résistera aux flammes de 650 degrés des roquettes. Personne ne sait si le Grasshopper, alourdi, pourra redresser une plongée assez raide pour viser. Personne n'a jamais essayé ça en combat réel. Ce que Carpenter s'apprête à faire dit quelque chose d'essentiel de cette époque. Lui, comme les tankistes allemands qu'il va affronter, n'est qu'un homme ordinaire faisant son devoir. Le courage n'a pas de drapeau. Des années plus tard, des vétérans des 2 camps parleront avec respect du sang-froid et de la bravoure dont chacun fit preuve, car au fond, tous partageaient le même désir, rentrer chez eux, retrouver leur famille et vivre enfin en paix. 20 septembre. Le brouillard du matin s'accroche encore aux champs. Les chars allemands avancent dans la Quande dans la ouate grise.
Carpenter grimpe seul dans le cockpit de son minuscule avion d'observation. Pas de radio-opérateur, pas d'observateur, seulement lui et 18 roquettes accrochées aux ailes. Le moteur tousse 2 fois avant de se lancer. Il relâche les freins. L'appareil, trop lourd, roule maladroitement sur la piste détrempée. À midi sera-t-il mort ou aura-t-il bouleversé les règles du combat aérien? Le Grasshopper monte lentement dans la brume, à peine 120 mètres par minute. En temps normal, il grimperait bien plus vite, mais les roquettes le clouent presque. Carpenter stabilise l'avion à environ 450 mètres d'altitude. Autour de lui, il n'y a plus rien. Du blanc au-dessous, du blanc devant, du blanc partout. Il réduit les gaz. 120 km/h, le moteur trouve un régime régulier, un bourdonnement continu. Avec ce qu'il a dans les réservoirs, il peut tenir 3 heures. Il a décollé à 6h42. À 9h30, le brouillard ne s'est toujours pas dissipé. Le L4 ne se pilote plus comme avant. Les tubes des lance-roquettes freinent l'air. Les ailes portent un poids qu'elles n'aiment pas. Carpenter teste de larges virages. L'avion répond avec lenteur. Il abaisse légèrement le nez. Les ailes entoilées craquent. Le vent tire sur les lanceurs. Ce n'est plus l'inoffensif petit appareil d'observation d'artillerie. C'est autre chose. Plus lourd, plus nerveux, plus dangereux. À 9h53, le brouillard commence à se déchirer. Par endroits, le sol apparaît, des champs, des arbres, un canal qui reflète le ciel terne. Carpenter descend à 300 mètres et entame une recherche méthodique quadrillant le secteur du nord, au sud, de l'est à l'ouest. La 4e division blindée tient toujours autour d'Haracourt et des villages voisins. Juvel au nord, Moncourt au sud, Bézange à l'est. Les forces allemandes attaquent de plusieurs directions. Elles tentent d'encercler les Américains. Carpenter doit découvrir où se prépare le prochain coup. 11h07. La visibilité devient suffisante pour distinguer les routes. Au nord-est d'Haracourt, à environ 4,5 km, il repère un mouvement. Il descend à 240 mètres. Des panthères, 6, peut-être 7. Certains sont à moitié dissimulés par les lisières. Des véhicules blindés les accompagnent. De l'infanterie progresse derrière. La colonne se dirige vers le sud-ouest, droit vers les positions américaines. Carpenter jette un œil à sa jauge. Il a assez de carburant pour une attaque, plus environ 1h30 pour rentrer. Le bazooka M9 est efficace jusqu'à 270 mètres. Les roquettes filent à 80 mètres par seconde. Au-delà de 100 mètres, le vent et la gravité déforment sérieusement la trajectoire. Il devra s'approcher dangereusement près. Les lanceurs sont inclinés d'une vingtaine de degrés vers le haut. Pour viser le sol, il lui faut piquer. Une plongée douce. 30 degrés, peut-être 35. L'avion devient la mire. Approcher à 100 mètres, tirer, puis remonter avant que l'infanterie n'ouvre le feu. Il grimpe à 360 mètres et se place au sud de la formation allemande avec le soleil dans leur dos. Les panthères avancent lentement, encore partiellement noyés dans la brume basse. Carpenter pousse la manette de gaz et incline le nez. L'avion prend de la vitesse dans la descente. 130 km/h, 145. Les ailes vibrent, les tubes hurlent dans le vent. Les chars grossissent dans le pare-brise. Il distingue les tourelles en rotation. Des silhouettes debout dans les écoutilles. Il arme le premier lanceur, extérieur droit. Le pousse sur l'interrupteur. 150 mètres. Le panthère de tête remplit son champ de vision. 120 mètres. Il distingue la croix noire sur la tourelle. 100 mètres. Carpenter appuie. Le départ du coup secoue toute la structure. Une flamme jaillit vers l'arrière à quelques centimètres de l'aile de toile. La roquette file en laissant un panache blanc. Il ne regarde pas l'impact. Il tire violemment sur le manche. L'avion, alourdi, répond avec retard. Trop lentement. En bas, l'infanterie allemande ouvre le feu. Rafales. Coup de fusil. Les balles sifflent autour du cockpit. L'une perce l'aile gauche, une autre frappe l'empennage. Carpenter continue de monter. 60 mètres. 90, le tir cesse. Il stabilise l'appareil à 240 mètres et regarde derrière lui. Le panthère est arrêté. De la fumée s'échappe du compartiment moteur, pas détruit, mais immobilisé. La roquette a sans doute frappé le blindage supérieur, plus mince, ou endommagé le moteur. Le reste de la colonne s'est dispersé. Les fantassins se jettent à couvert, montrent le ciel du doigt. Ils le voient, le petit avion, les bazookas. Carpenter a encore 17 roquettes.
et désormais les Allemands ne considèrent plus les avions d'observation comme inoffensifs. Ils virent vers le nord-ouest en direction de la piste américaine de Lunéville. Il lui reste 34 litres. Assez pour recharger et repartir, peut-être même pour 2 missions, tant qu'il reste au-dessus des lignes amies. Les trous dans l'aile et la queue sont petits. La toile tient. Les commandes répondent. Il descend à 30 mètres d'altitude et rentre en rasant le terrain, utilisant haies, arbres et ondulations du sol comme masque. Désormais, l'infanterie allemande sait que ces petits avions peuvent mordre. Il se pose à 11h58. Le personnel au sol se précipite avant même que l'hélice ne s'immobilise. Les mécaniciens voient d'abord les trous de balles, puis ils remarquent le tube vide d'un lance-roquette. Un chef d'équipe grimpe sur l'aile pour inspecter l'endroit d'où le tir est parti. La toile autour du lanceur est en noircie, brûlée en surface, mais elle a tenu. Le métal a canalisé l'essentiel du souffle loin de l'aile. Le système a fonctionné de justesse. Le rechargement prend 14 minutes. 6 nouvelles roquettes M6A3 glissent dans les tubes. 1,5 kg chacune. 49 cm de long, une ogive à nez profilée pour limiter les ricochets à faible angle et une charge creuse capable de percer 8 à 10 cm d'acier. Le chef de piste lui demande ce qu'il a touché. Un panthère, immobilisé. À quelle distance ? 100 mètres. Le mécanicien secoue la tête. De la folie. Carpenter hausse les épaules. Efficace. À 12h19, il redécolle. 44 litres dans les réservoirs, un de moins que la capacité maximale faute de temps. 18 roquettes pour la journée, 6 déjà tirées, 12 encore sous les ailes. Il grimpe à 360 mètres et met le cap à l'est, vers Haraucourt. Le brouillard s'est presque entièrement dissipé. La visibilité atteint 8 km. Désormais, les positions allemandes sont exposées aux yeux américains. Carpenter scrute les routes, les lisières, les replis de terrain. 12h41. Il repère une nouvelle formation. 8 panthères progressant vers le sud le long d'une ligne d'arbres à l'est de Bézange. De l'infanterie les suit à bord de semi-chenillés. Une force plus importante que la première. Sans doute des éléments de la 111e brigade blindée allemande cherchant à contourner les positions américaines. Il transmet aussitôt les coordonnées au combat commande A. L'artillerie accuse réception, mais l'artillerie a besoin de temps. Ajuster les tirs, marcher les obus jusqu'à la cible, les chars auront disparu avant la première salve efficace. Carpenter ne peut pas attendre. Il monte à 450 mètres et se place pour une attaque en piqué depuis le sud-ouest, toujours avec le soleil dans le dos. Les panthères sont étirées sur près de 400 mètres de route. Il choisit le char de tête, même méthode, nez en bas, 35 degrés, plongée, accélération, approche à 100 mètres, tir. La première roquette part proprement. Il cabre violemment et part en virage à gauche. Les mitrailleuses ouvrent le feu presque aussitôt. Plus nourri, plus précis. Les Allemands ont compris. Des traçantes passent devant le cockpit. Un choc métallique résonne sur le capot moteur. Le Continental tousse, puis reprend. Carpenter élargit son virage à 300 mètres d'altitude et regarde en arrière. Le panthère de tête est à l'arrêt. De la fumée s'échappe de l'arrière. Pas détruit, mais hors de combat. Le reste de la colonne se disperse. L'infanterie saute des semi-chenillés. Certains commencent à installer ce qui ressemble à des postes anti-aériens. Carpenter a encore 11 roquettes. Mais maintenant, il le chasse. Il se réaligne pour un second passage. Un panthère s'est engagé dans un champ. Il pique vers lui, arme un lanceur. 120 mètres. L'infanterie ouvre le feu avant même qu'il n'atteigne sa vitesse d'attaque. L'avion tressaute. De la toile se déchire derrière lui. Il tire quand même. La roquette plonge. Carpenter redresse aussitôt, sans regarder. D'autres traçantes. Un impact traverse le bas du fuselage. Il le sent dans les pédales. À 240 mètres, il se stabilise et vérifie ses cadrans. Pression d'huile normale, température moteur normale. Les commandes répondent, sauf la gouverne, devenue molle. Il regarde derrière lui. Le second panthère brûle, pas immobilisé. Détruit. Des flammes sortent des écoutilles. L'équipage s'échappe. Mais à l'arrière de son propre avion, la toile est déchirée en plusieurs endroits. Un câble de profondeur semble effiloché. La gouverne répond encore, mais avec un retard inquiétant. 2 panthères hors de combat. 10 roquettes restantes. Mais son appareil est touché et les Allemands installent maintenant de vraies défenses autour de leurs blindés. Carpenter met le cap à l'ouest, vers Lunéville. La gouverne endommagée rend les virages difficiles.
Il doit compenser avec les ailerons. L'avion glisse dangereusement en virage. Il lui reste 27 litres. Assez pour rentrer avec peu de marge. Le moteur tourne encore rond, mais la température d'huile est montée de 5 degrés au-dessus de la normale. Pas critique. Pas encore. Probablement une fuite provoquée par l'impact. 13h21, un message radio du combat commande A. Des blindés allemands ont percé les lignes avancées et encerclé une unité de ravitaillement en eau de la 4e division blindée à environ 4 km et demi à l'est d'Haraucourt. Une vingtaine d'hommes, sans armes lourdes, des panthères se rapprochent. L'artillerie ne peut pas intervenir sans risquer de frapper ses propres troupes. L'aviation est engagée ailleurs. L'équipe demande une aide immédiate, n'importe laquelle. Carpenter calcule rapidement. Il est à 6 km et demi des Américains piégés. À près de 10 km de sa piste, il lui reste 10 roquettes et un avion abîmé qui tient à peine. La décision raisonnable est évidente. Rentrer, se poser, faire examiner l'appareil, repartir dans un avion en état. Mais le message est clair. Les panthères se rapprochent. 20 soldats américains ont quelques minutes. Peut-être moins. Carpenter vire à l'est et pousse la manette de gaz. Le moteur répond. Mais la température d'huile grimpe encore de 3 degrés. Carpenter descend à 150 mètres et suit le relief vers les coordonnées transmises par le combat commande A. 13h34, il repère le point d'eau. 5 camions stationnés dans une petite clairière entourée d'arbres. Des soldats américains sont visibles, accroupis derrière les véhicules. Puis il voit les chars. 4 panthères avançant depuis le nord-est à environ 700 mètres de la position américaine. De l'infanterie les accompagne. Les Allemands ont tiré les leçons des attaques précédentes. Quand Carpenter s'approche, les 4 chars s'arrêtent. L'infanterie se disperse et prend position. Les mitrailleuses se lèvent vers le ciel. Ils l'attendent. Ce ne sera pas une frappe surprise contre une colonne distraite. Ce sera un échange de feu, un duel absurde où un pilote solitaire dans un avion de toile va affronter des blindés et leurs armes automatiques. Carpenter grimpe à 540 mètres, hors de portée efficace des armes légères. Presque aussitôt, les panthères reprennent leur avance vers les Américains piégés. Il n'y a que 2 choix. Attaquer et sans doute mourir, ou tourner inutilement pendant que 20 hommes se font écraser. Sa main droite glisse vers les interrupteurs. Il arme tous les lanceurs restants, 10 roquettes. Il les tirera au fil des passes en priant pour que l'avion tienne encore. Première plongée. Né à 38 degrés. La gouverne endommagée rend la descente instable. Il se bat avec les commandes. 153 km/h, 160. La structure vibre violemment. Quelque chose claque à l'arrière. La queue n'est plus vraiment solidaire. Le panthère de tête remplit son pare-brise. L'infanterie ouvre le feu à 200 mètres, bien plus tôt qu'avant. Ils ont compris son schéma d'attaque. Les traçantes convergent vers lui. 150 mètres. Carpenter déclenche 2 roquettes d'un coup. L'avion est secoué par le recul. Il tire brutalement sur le manche. À cet instant précis, le câble de profondeur, déjà effiloché, cède partiellement. La commande devient molle. La réponse tarde. Carpenter tire encore. Le nez se relève lentement. Beaucoup trop lentement. Il survole encore les positions allemandes à moins de 120 mètres. Des coups de feu viennent de partout. La toile se déchire. Le métal teinte. L'avion encaisse. Il continue à monter. 150 mètres. 180. Les 2 roquettes ont explosé près du panthère de tête. Près, pas dessus. De la terre et des éclats jaillissent, mais le char continue d'avancer. Carpenter se stabilise à 270 mètres. Le moteur tourne maintenant de façon irrégulière. L'aiguille de température d'huile est dans le rouge. Il y a une fuite, sans doute pire encore. Il ne lui reste que 22 litres. S'il traîne ici, il ne rentrera pas. La section arrière vibre comme si elle pouvait se détacher à tout moment. 8 roquettes encore sous les ailes. 3 panthères continuent d'avancer vers 20 Américains sans défense. Et au sol, ce n'est plus un tir désordonné. C'est organisé. Ils l'attendent. Ils anticipent de les laisser plonger. Carpenter a 30 secondes pour trouver une solution. Les Allemands s'attendent à une attaque depuis l'altitude. Leurs armes couvrent cet angle. Les chars continuent d'avancer. En bas, les soldats américains tirent au fusil sur des monstres d'acier. Geste inutile. Geste désespéré, Carpenter doit changer d'angle, changer de logique, faire quelque chose qu'ils n'attendent pas. Il descend à 60 mètres, vol de suivi de terrain.
en dessous de la zone d'efficacité de leur dispositif anti-aérien braqué vers le ciel. Il approche depuis l'ouest, dissimulé par une ligne d'arbres, 130 km/h, avec sa profondeur abîmée, tenir le palier est déjà un combat. La température moteur reste bloquée dans le rouge. La pression d'huile chute. Le Continental n'a plus que quelques minutes. À 540 mètres des chars, Carpenter remonte à 90 mètres et bascule aussitôt en piqué, beaucoup plus raide que les précédents, près de 40 degrés. Les bazookas inclinés imposent ce type d'attaque, presque verticale. Le Panther de tête n'est plus qu'à 180 mètres des Américains. Carpenter arme 2 lanceurs à gauche, extérieur et central, 130 mètres. Les fantassins allemands le voient. Ils pivotent leurs armes. Mais Carpenter tire déjà. Les 2 roquettes partent ensemble. Le recul manque de figer l'avion. Il met plein gaz et tire violemment sur la profondeur endommagée. Le nez se relève à peine. Il passe à 20 mètres au-dessus du char. Les 2 projectiles frappent. L'un heurte l'anneau de tourelle, l'autre pénètre le blindage supérieur, plus mince, au-dessus du moteur. Le Panther s'arrête. Des flammes jaillissent du compartiment arrière. Les écoutilles s'ouvrent, brutalement. Des silhouettes en feu se précipitent dehors. Celui-ci est détruit. Pas immobilisé. Détruit. Carpenter ne reprend pas d'altitude. À 90 mètres, il vire aussitôt vers le second char. En bas, c'est la confusion. Les armes antiaériennes pointent le ciel vide pendant qu'il arrive dans leurs angles morts. Il arme 2 autres roquettes, côté droit. Le second Panther tourne sa tourelle vers la position américaine. 110 mètres. Carpenter tire et se jette brutalement sur la droite. Une rafale de mitrailleuses déchire l'aile gauche. La toile se détache entièrement du haubans avant. L'aile tient, de justesse, mais elle tient. Une roquette manque sa cible. La seconde frappe le flanc de la tourelle du Panther sous un angle d'environ 30 degrés. Pénétration. La charge creuse explose à l'intérieur. Une détonation secondaire suit presque aussitôt. Les munitions s'embrasent. La tourelle se soulève de quelques centimètres, retombe de travers. L'équipage s'extrait en catastrophe par la trappe inférieure. Le char brûle. 2 détruits. 2 encore en mouvement. Les blindés restants ne sont plus qu'à 450 mètres de la position américaine. L'infanterie s'est jetée à terre. Certains hommes reculent. Ils viennent de voir 2 Panthers mourir en moins de 2 minutes. Carpenter arme 2 nouvelles roquettes. Il en reste désormais 6. Le moteur se met à trembler violemment. Des bruits de métal contre métal montent du capot. L'aiguille de température est collée en butée. Il ne lui reste qu'une passe avant la panne totale. 3e attaque, le Panther arrière. Cible plus petite, partiellement masquée par l'autre char. 120 mètres. Carpenter tire une seule roquette et conserve les autres. Le projectile frappe le train de roulement. Le Panther pivote brusquement sur la gauche, puis s'immobilise. Immobilisé, mais pas détruit. Le moteur tourne encore. La tourelle continue de bouger. Le dernier char n'est plus qu'à 360 mètres de 20 soldats américains. Carpenter a 5 roquettes. Et un moteur à l'agonie. De la fumée d'huile s'échappe du capot. L'hélice vibre à tel point que le monde derrière elle devient flou. Au sol, l'équipe du point d'eau tire tout ce qu'elle peut sur le Panther qui avance. Des fusils. Dérisoire. Carpenter vire son avion mourant vers le dernier char. Le Panther n'est plus qu'à 315 mètres des camions, assez près pour qu'il distingue des silhouettes individuelles tassées derrière les véhicules. Elles ont cessé de tirer. Elles économisent leurs dernières cartouches. Elles attendent. La tourelle du Panther pivote vers le plus gros camion. Un obus explosif les tuerait tous. Le moteur se bloque brutalement. 2 secondes. L'hélice s'arrête. Silence. Rien que le vent dans la toile déchirée. Puis le moteur repart. Dans un hurlement de métal. En claquant. En mourant. Mais pas encore mort. Pas encore. Carpenter arme 3 roquettes, les dernières sur l'aile droite. Il les tirera ensemble. Toute la puissance de feu. Une seule passe. Aucune seconde chance. Il descend à 45 mètres. Plus bas que jamais. Le Panther est à l'arrêt, dissimulé derrière une légère butte. Depuis les camions, seule la tourelle est visible. Carpenter arrive de flanc, depuis l'est. Il distingue tout le profil du châssis. Le blindage latéral, beaucoup plus mince. 140 mètres. La profondeur répond à peine. Il utilise les gaz et les ailerons pour orienter l'avion tremblant. 120 mètres. Le chef de char est debout dans l'écoutille, en train de scruter l'horizon. Il voit l'avion. Trop tard. Carpenter déclenche les 3 roquettes. Le départ simultané manque d'arracher l'aile droite.
L'appareil part violemment en roulis à gauche. Carpenter lutte contre les commandes. L'aile tient. Les 3 projectiles convergent. Ils frappent à 2 secondes d'intervalle. Le premier transperce le flanc de la tourelle. Le second perce le haut du châssis. Le troisième explose contre le train de roulement. L'effet combiné est dévastateur. Le stockage de munitions détonne. Le char se soulève sous la pression interne. La tourelle est arrachée. La coque se fend. Des explosions secondaires secouent l'épave pendant de longues secondes. Personne n'en sort. 4 Panthers, 2 détruits, 2 immobilisés, 20 Américains encore en vie. Au point d'eau, on s'active déjà. On démarre les moteurs, on charge, on se prépare à partir. L'infanterie allemande est encore dispersée, désorganisée. Carpenter les a sauvés. Mais il était maintenant à moins de 5 km de sa base, avec un moteur qui n'a peut-être plus qu'1 minute. Il met cap à l'ouest, plein gaz. Le moteur répond par des bruits qu'aucun Continental ne devrait jamais produire. Des fragments claquent sous le capot. De l'huile macule le pare-brise. L'indicateur de température est mort, cassé, et de toute façon bien au-delà de toute limite. L'hélice tourne par inertie et obstination. À 3 km de Lunéville, le moteur se bloque de nouveau. Cette fois, il ne repart pas. Silence. Plus de moteur. Seulement le vent. Le Grasshopper devient un planeur, un très mauvais planeur, aux ailes déchirées, au centrage aberrant, jamais conçu pour voler sans puissance. Carpenter règle pour la meilleure finesse. 100 km/h, altitude 240 mètres, taux de chute environ 120 mètres par minute, 2 minutes de vol plané, peut-être moins. À 1,5 km de la piste, il est déjà à 120 mètres. Il voit Lunéville. Au sol, on l'a repéré. On distingue la fumée, les ailes en lambeaux. On dégage la piste. Les pompiers se mettent en place. Mais il est trop bas. L'angle ne suffira pas. Il lui faudrait encore 60 mètres d'altitude. Il ne les a pas. Au nord-est de la piste, un champ labouré. Terre meuble. Mauvaise pour le train d'atterrissage, mais meilleure que les arbres. Carpenter aligne l'avion. 45 mètres. L'appareil descend inexorablement, sans moteur pour freiner la chute, avec des commandes affaiblies, à faible vitesse, les surfaces déchirées. 30 mètres. Le champ gonfle sous lui. 15 mètres. Carpenter tire doucement sur le manche, arrondi. La roulette de queue touche la première, puis le train principal. La terre meuble accroche brutalement les roues. Le nez bascule. L'hélice se plante dans la boue. L'avion bascule vers l'avant et s'immobilise, retourné. Carpenter est suspendu tête en bas dans son harnais. De l'essence coule du réservoir éventré. Le moteur est encore assez chaud pour enflammer les vapeurs. Il n'a que quelques secondes. Il libère son harnais. Tombe lourdement sur le toit retourné de la cabine. Le carburant dégouline sur sa combinaison. L'odeur âcre d'essence envahit l'habitacle. La porte latérale est coincée. Le choc a tordu le cadre. Il donne un coup de pied. Rien. Il se cale contre le siège, frappe de toutes ses forces. La porte cède. Carpenter se glisse dehors, roule dans la terre, se relève, court, 18 mètres, puis ses jambes lâchent. L'équipe au sol l'atteint moins d'1 minute plus tard. Les pompiers recouvrent aussitôt l'épave de mousse. La fuite de carburant est neutralisée avant toute ignition. Les infirmiers l'examinent. Quelques coupures, des contusions à la poitrine causées par le harnais, aucun os brisé, aucune brûlure, 47 missions de combat en avion léger armé de bazooka. Jamais blessé. Au sol, on l'appelle le major chanceux. Carpenter répond les mathématiques. Restez bas. Frappez vite. Ne jamais leur offrir une cible facile. Des années après la guerre, des vétérans des 2 camps se retrouveront pour échanger leurs souvenirs. D'anciens soldats allemands diront leur surprise et leur respect devant l'ingéniosité américaine. Transformer un simple avion d'observation en chasseur de chars était quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Les Américains, de leur côté, reconnaîtront le courage des tankistes allemands qui tenaient leur position en sachant qu'un minuscule avion pouvait surgir à tout instant. Ces rencontres montreront qu'au-delà des uniformes et des drapeaux, il y avait surtout des hommes convaincus de défendre ce qu'ils croyaient juste. Le respect né avec le temps entre anciens ennemis rappellera que le courage et le sacrifice dépassent les frontières. L'histoire de Carpenter ne parle pas seulement de chars détruits. Elle parle d'hommes des 2 côtés capables d'un courage extraordinaire dans des circonstances impossibles. Aujourd'hui, l'ingéniosité
de cette époque n'est pas célébré comme une apologie de la violence, mais comme un témoignage de la créativité humaine sous une pression extrême. Carpenter et les soldats allemands qu'il affronta partageaient l'essentiel, ils faisaient leur devoir, affrontant un danger mortel. Cette admiration mutuelle née bien après les combats est peut-être la leçon la plus importante. Même dans les heures les plus sombres, le respect et l'humanité peuvent survivre. 20 septembre 1944. Ce jour-là, Charles Carpenter accomplit 3 missions de combat. Il tire 18 roquettes contre des chars allemands. Le bilan est stupéfiant, 4 Panthers hors de combat, 2 détruits, 2 immobilisés, 20 soldats américains sauvés. Mais son Piper L4H Grasshopper est perdu. Le moteur a fondu sous la chaleur et la fuite d'huile. Les ailes entoilées sont irrécupérables. Le fuselage est structurellement compromis. Perte totale. Le concept pourtant a fait ses preuves. Des lance-roquettes montés sur des avions d'observation peuvent neutraliser des blindés. La 4e division blindée américaine, et en particulier son combat commande A, conserve ainsi une position clé près d'Harcourt face à la contre-offensive de la 5e armée blindée allemande. Entre le 18 et le 29 septembre, les Allemands engagent 262 chars et canons d'assaut pour tenter de reprendre le secteur et d'écraser la tête de pont américaine. Environ 200 de ces véhicules sont détruits ou endommagés. Les Américains perdent 48 chars. La bataille d'Harcourt devient le plus grand affrontement de blindés du front de l'Ouest avant les Ardennes, 3 mois plus tard. Les attaques de Carpenter le 20 septembre désorganisent les forces allemandes pendant des heures cruciales, au moment où les unités américaines sont les plus vulnérables. 3 jours plus tard, Carpenter reçoit un nouvel L4H, numéro de série 43426, même configuration, 6 lance-roquettes M9 sous les ailes, le même chef mécanicien, et le même nom peint sur le nez, Rosie the Rocketer, inspiré de la célèbre Rosie la riveteuse. Entre septembre et décembre 1944, Carpenter vole encore 63 missions d'attaque. Les archives officielles lui attribuent 6 chars détruits, dont 2 Tiger, et de nombreux véhicules blindés et camions. Les témoignages au sol évoquent un chiffre bien plus élevé, peut-être 14 chars. Mais à des kilomètres derrière les lignes ennemies, il est presque impossible de confirmer. D'autres pilotes de L4 tentent l'expérience. La plupart abandonnent après une seule mission. Plonger dans un avion entoilé vers des positions lourdement défendues est, statistiquement, presque suicidaire. Plonger avec un avion d'observation entoilé droit vers un rideau de feu anti-aérien relevait, statistiquement, de l'impossible. Les lieutenants Harley Merrick et Roy Carson, pionniers du concept consistant à fixer des bazookas sur des avions légers, étaient revenus à leur mission classique après avoir détruit 2 camions ennemis. Ils avaient jugé que le risque dépassait largement le bénéfice. Carpenter n'était pas de cet avis. Après le 20 septembre, il attaqua encore des blindés allemands à 63 reprises. En octobre, le journal militaire Stars and Stripes l'interrogea. Pourquoi continuer ? Carpenter répondit simplement que la guerre devait se mener 60 minutes par heure, 24 heures par jour. Attaquer. Encore. Et encore. À cause de lui, les Allemands modifièrent leurs habitudes. Avant septembre, ils ignoraient presque les petits avions d'observation. Après Carpenter, des ordres permanents imposèrent à toutes les unités de tirer sur chaque L4 aperçu. L'infanterie accompagna désormais les blindés avec des armes anti-aériennes dédiées. Les équipages de Panther et de Tiger désignèrent des guetteurs chargés de surveiller le ciel à la recherche de Cobbs armés de tubes sous les ailes. Ils le surnommèrent Der Verrückte Major, le Major fou. Carpenter accepta ce nom. Il disait que la folie était nécessaire lorsqu'on affrontait des chars capables de détruire un Sherman à plus d'1 kilomètre. La 4e division blindée poursuivit sa progression vers l'est. Carpenter vola avec elle. En plus de ses attaques, il devint le pilote personnel du général John S. Wood. En décembre, la 3e armée américaine atteignait la frontière allemande. Carpenter comptait alors 110 missions de combat. Il avait essuyé des tirs à chaque attaque, et pourtant il n'avait jamais été blessé. Puis vint 1945. Carpenter tomba malade. Les médecins diagnostiquèrent une maladie de Hodgkin, un cancer du système lymphatique, alors considéré comme incurable. L'armée lui donna 2 ans à vivre. Il avait 32 ans. Il avait survécu à 110 missions, volant dans un avion non blindé, droit vers des positions anti-aériennes. Les chars allemands n'avaient pas réussi à le tuer. Le cancer, lui, y parviendrait.
L'armée le promut lieutenant-colonel. Elle lui décerna la Silver Star, la Bronze Star avec feuille de chêne et la médaille de l'air, également avec feuille de chêne. Les citations parlaient d'héroïsme exceptionnel et de mépris total du danger personnel. Elles ne mentionnaient pas qu'il était avant tout un professeur d'histoire de lycée, convaincu qu'une guerre devait être menée avec acharnement. Ou pas du tout. Juin 1946. Libération honorable. Carpenter rentra à Urbana, dans l'Illinois. Il retrouva les salles de classe, les adolescents, les leçons sur des batailles auxquelles il avait lui-même participé. Sa femme, Elda, l'avait attendu. Leur fille, Carole, avait 7 ans. Selon les médecins militaires, il lui restait 2 ans. Il décida de les consacrer à l'enseignement. Il est encore vivant. Et toujours professeur. Toujours vivant. Toujours vivant. Les 2 ans devinrent 5, puis 10, puis 15. Dans les années 1940, la médecine ne comprenait pas encore pleinement l'évolution de la maladie de Hodgkin. Certains patients dépassaient largement les pronostics. Carpenter fut l'un d'eux. Il enseigna l'histoire à Urbana pendant 20 années supplémentaires après la date à laquelle on l'avait condamné. Le 22 mars 1966, Charles Carpenter mourut à 53 ans, 21 ans après le diagnostic, 19 ans au-delà de l'espérance annoncée. Il survécut au cancer presque aussi obstinément qu'il avait attaqué les chars allemands. Il fut enterré au cimetière d'Edgington dans l'Illinois. Sa pierre tombale mentionne son grade, lieutenant-colonel, rien d'autre. Ni Bazooka Charlie, ni Rosie la Roquette, ni le Major Fou, seulement un nom, des dates et un service rendu. L'avion qu'il pilota, le L4ish Grasshopper Neroro 43 3426, disparut après la guerre. On le crut détruit ou ferraillé. En 2017, des historiens de l'aviation l'identifièrent dans la collection du musée autrichien de l'aviation sur l'aéroport de Graz. Pendant des décennies, il avait volé dans un aéroclub civil près de Vienne. Personne ne connaissait son passé. Personne ne savait qu'il avait été Rosie, la Roquette. La fondation Collins racheta l'appareil en 2018 et entreprit sa restauration. Le même Grasshopper qui avait attaqué des panthères en septembre 1944 devait voler de nouveau. L'innovation de Carpenter, elle, ne survécut pas à la guerre. Le L4 armé de roquettes était trop vulnérable pour des opérations prolongées. Les hélicoptères remplacèrent de plus tard les avions d'observation. Les avions d'attaque dédiés remplacèrent les armes improvisées. Mais durant 4 mois, en 1944, alors que les équipages américains mouraient face à des blindés supérieurs, un professeur d'histoire de l'Illinois vola dans un avion de 65 chevaux directement vers le feu ennemi parce que quelqu'un devait le faire. Cette histoire rappelle que, même au cœur du pire des conflits, le courage et la détermination peuvent surgir là où on ne les attend pas. Carpenter n'était pas un militaire de carrière. C'était un enseignant contraint de défendre ce qu'il estimait juste. Son parcours, comme celui de tant d'hommes des 2 camps, parle du courage humain universel. Les soldats allemands, qui tinrent à leur position, firent eux aussi preuve de discipline et de détermination, fidèles à ce qu'on leur avait appris. Des décennies plus tard, d'anciens ennemis purent se rencontrer et reconnaître le courage de l'autre, parce qu'au fond, tous avaient été des êtres humains pris dans des circonstances extraordinaires, faisant de leur mieux avec ce qu'ils avaient. La véritable leçon n'est pas de glorifier la guerre. Elle est de se souvenir que, même dans les heures les plus sombres, des histoires de courage individuel nous rappellent notre capacité à dépasser l'impossible, et que finalement, la réconciliation et la paix devraient toujours rester l'objectif ultime.